répertoire des crétins des Alpes. Donc là, je vais commencer. Si jamais il y a un problème de son ou d'image, vous me signalez ça sur la conversation. J'essaierai d'y remédier, mais bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Euh, Merci. J'aurais évidemment préféré être avec vous en présence réelle à Gap. Comme vous l'avez dit, c'est une région que j'aime beaucoup. Les Hautes-Alpes en général et certains coins des Hautes-Alpes, j'ai des attaches à la fois personnelles depuis voilà, des liens d'enfance, d'adolescence avec certains des lieux dans les Hautes-Alpes. Et encore aujourd'hui, je vais régulièrement visiter ma belle-sœur qui est monitrice de ski à Serre-Chevalier et qui habite à Briançon. Donc voilà, je me sens très lié à, à, à vous d'une certaine façon. Euh, Comment est-ce que j'ai découvert, non pas les Hautes-Alpes, mais les Crétins? Hem, c'est un phénomène qui n'existe plus dans les Alpes, depuis longtemps maintenant, depuis disons un siècle, qui a été éradiqué, dans les années, 1920. Donc la connaissance qu'on peut avoir de cela, n'est plus possible, je dirais, directement bien sûr, ni par le témoignage, ni par, même la il reste très peu de vestiges. Le dernier vestige, je dirais, qui reste, vraiment, c'est en Savoie, près de Chambéry. C'est l'ancien, asile, de Bassin, voilà, près de Chambéry, donc qui a été le grand asile, l'hôpital, l'hospice, hein, on appelait asile cela à l'époque, qui a reçu, un certain nombre de dizaines, voire de centaines de crétins au milieu du 19e siècle. Sinon, il n'y a plus de traces de crétins, de crétinisme ou de construction liée au crétinisme aujourd'hui dans les Alpes. Et les dernières choses qu'on peut voir encore, ce sont donc des traces assez anciennes. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance du crétinisme. En fait, c'est d'un côté, je dirais, des cartes postales. Voilà, il y a eu un moment jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et dans certains endroits, jusque dans les années 20 ou 30, où on a édité, un peu comme une sorte de folklore local, des cartes postales, des photographies de crétins ou de crétines, avec un goitre comme ça assez imposant, souvent d'ailleurs habillés dans, une, dans un habit traditionnel pour certaines régions. L'autre trace qui est, je dirais, un petit peu différente et qui reste assez présente dans notre culture aujourd'hui, c'est Tintin, voilà, le petit reporter Tintin, et plus particulièrement le capitaine Haddock, dont un des jurons, les célèbres jurons du capitaine Haddock, est précisément Crétin des Alpes. C'est un juron qu'il adresse généralement à Tournesol, qui ne comprend rien à ce juron, à la fois parce qu'il ne l'entend pas et parce que voilà, il ne comprend pas pourquoi est-ce que ça s'adresse à lui. Bon, je reviendrai un petit peu sur la façon dont Hergé s'est approprié ce terme, devenu donc dans les années 30-40 une insulte assez courante. Donc voilà, c'est souvent Crétin des Alpes, pour nous aujourd'hui, ça veut dire un juron du capitaine Haddock. Enfin, la manière
précise dont j'ai pris connaissance de l'existence des crétins des Alpes, ce sont et je vais commencer par cela, les récits, souvent des récits de voyage où les lignes qui datent entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Donc, moi, en travaillant sur les Alpes, en préparant ma traversée des Alpes, hein, qui a suivi le GR5 et donc qui est passé effectivement autour de Briançon, puis dans le Queyras, j'ai lu énormément comme un peu une anthologie de voyageurs alpins et de récits des Alpes. J'ai lu pas mal de témoignages, de récits qui étaient au milieu du XIXe siècle, un grand genre littéraire, raconter ses impressions des Alpes. Et dans ces impressions, il y avait immanquablement un chapitre ou quelques lignes ou une image parfois qui était dédiée aux crétins et au phénomène du crétinisme. Comme une sorte, je dirais, de tâche dans le tableau, comme une sorte de monstre parmi la nature sublime. Voilà, le genre du récit de voyage alpin veut plutôt qu'on s'extasie hein, sur la majesté des sommets, sur la grandeur de la nature, sur la bonne santé que voilà, l'air, le bon air alpin vous apporte. Et en même temps, dans ce tableau un petit peu idyllique, il y a toujours ça fait partie, je dirais, du folklore alpin, il y a la rencontre avec le crétin, qui est toujours décrit de façon assez d'ailleurs récurrente, hein, comme le monstre qui fait tache dans le tableau. Et c'est comme ça que, notamment, j'ai rencontré le crétin dans les textes de Victor Hugo, les textes d'Alexandre Dumas, les textes de Théophile Gautier, les textes voilà, même de Saussure, hein, le premier grand récit alpin, en plusieurs volumes comme ça, cette histoire des Alpes. Il y a immanquablement ce chapitre. Même chez Edward Whymper, qui est le grand alpiniste anglais, qui raconte ses vadrouilles dans les Alpes et ses escalades, notamment dans les Hautes-Alpes, dans les écrins, il y a un chapitre aussi consacré aux crétins. Le chapitre qui m'a le plus passionné et que c'est avec ce chapitre d'ailleurs que je commence ce travail, ce livre, donc qui est paru il y a 3 ans. Je le montre là, voilà, l'histoire des crétins des Alpes chez Vuibert. C'est Élisée Reclus, cette magnifique récit, étude sur l'histoire d'une montagne, qui consacre un chapitre entier hein, sur la quinzaine de chapitres de cette étude aux crétins et qui voilà, pose un petit peu le personnage. Alors, c'est en lisant ces essais, ces récits, après avoir découvert le crétin sur les cartes postales et m'être amusé à relire Le Trésor de Rackham le Rouge, où l'insulte de Hergé apparaît, crétin des Alpes, dans la bouche du capitaine Haddock. Donc, c'est en lisant ces récits que j'ai pu approfondir la première impression de ce personnage, cette figure, de ce monstre donc, du folklore alpin, qui ne concerne donc pas, j'y reviendrai, que les Hautes-Alpes. Hein. C'est voilà, on trouve la même impression, le même portrait dans les récits
que l'on peut lire de voyageurs en Allemagne, en Autriche, en Italie. Voilà, tout l'arc de cercle alpin est concerné par cela, et même dans les Pyrénées, hein, le Cagot des Pyrénées. On rencontre aussi, par exemple, chez Hippolyte Taine, qui fait son voyage dans les Pyrénées, à peu près à la même époque, quelques lignes qui sont consacrées au crétinisme dans les Pyrénées. Donc les montagnes françaises, européennes, sont toutes concernées. Alors la première chose évidemment qui frappe, c'est le portrait physique, hein, de cet être dégénéré, je dirais physiquement et mentalement. Voilà, un personnage, une personne défigurée par les marques de l'arriération, avec ce goitre important, parfois très important, voilà, qui pend à son cou, sa petite taille aussi, hein. Le crétin mesure rarement plus d'1 mètre, et puis cet air un peu hagard, cette arriération qui effectivement marque la personne, là où le crétin, la crétine ou le crétin, comme un monstre physique et mental. Euh, Front bas, rides, une forme d'hébétude, voilà, tous les portraits concourent à dresser cette figure très récurrente comme ça, et dont on peut aussi trouver un certain nombre de dessins anatomiques, hein, qui ont été dressés par les savants, un certain nombre de savants qui se sont penchés sur la question. J'y reviendrai. Mais ma première premier saisissement, en fait, c'est devant le portrait, hein, le portrait non pas anatomique, mais le portrait, je dirais, de mots, hein, qui dresse cette figure, voilà, comme un monstre, une sorte de tache dans le tableau alpin. Euh, Ensuite, voilà, j'ai voulu évidemment aller plus loin et m'intéresser à ce que la médecine a pu dire, écrire sur, sur le crétinisme. Et c'est vrai que c'est une seconde strate de discours, voilà, qui passait de ce récit littéraire, souvent, vers le discours scientifique. Alors le discours scientifique sur le crétinisme, il commence dans un certain nombre d'encyclopédies médicales qui ont été euh, éditées, écrites à partir, je dirais, du XVIe, XVIIe siècle. Mais le grand moment où se fixe le discours médical sur le crétin, sur le crétinisme, c'est la fin du XVIIIe siècle. Et c'est un discours qui va comme ça sur plus d'un siècle, hein, jusque dans les années 1920, donc on va dire un siècle et demi, euh, se pencher sur le crétinisme comme une des grandes questions, je dirais, de la médecine. Donc là, je prends l'exemple français, hein, une vraie question de la médecine, à la fois une énigme, si l'on veut, qui n'est pas résolue, puisqu'il reste des crétins malgré toutes ce qu'on appelle l'étiologie, voilà, la cause du crétinisme, qui sont comme ça, et à la fois énumérées et qu'on essaye d'élucider. Et toutes les campagnes médicales, je dirais que c'est à ce moment-là que le crétinisme devient un véritable enjeu de santé publique dans la France du milieu du XIXe siècle, et que ce crétinisme va rester comme une véritable, je
dirais, épine dans le pied de la santé publique française jusqu'au début du XXe siècle, jusque dans les années 1920. Donc ça, c'est une deuxième strate de discours, d'études sur le crétin, ce que j'appellerais la science de l'Alpe, au sens où il y a un véritable enjeu à la fois scientifique et un enjeu de santé publique, euh, au sens où, au milieu du 19e siècle, cet enjeu politique, n'oublions pas que, alors ça se passe pas tout à fait dans les Hautes-Alpes, un petit peu plus au nord, en 1860, la Savoie devient française et Napoléon III, qui est très fier d'apporter la Savoie à l'Empire, au Second Empire, est alerté et pour lui, il y a un véritable enjeu à résoudre cette question puisque il y a environ 20 000 crétins qui existent dans les Alpes françaises et je dirais une bonne moitié en Savoie. Et c'est une sorte de, justement, cette tâche dans le tableau pour Napoléon III et pour les grands médecins du Second Empire. Il est quasiment Très bien, inadmissible ouais. d'intégrer dans la France nouvelle, la France régénérée, la France impériale, des crétins. Hein. C'est quelque chose qui, voilà, il faut résoudre cette monstruosité, il faut résorber ce problème de santé. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, véritablement, c'est au milieu du 19e siècle que le crétinisme est un enjeu de santé publique primordial et qu'on va lancer de grandes enquêtes sur le crétinisme et apporter maximum de, de propositions pour résoudre cette question. Mais avant de me pencher sur ce moment-là, il faut faire un hommage, rendre hommage, je dirais, aux pionniers des scientifiques hein, qui se sont penchés sur cette question du crétinisme et qui ont les premiers tenté à la fois décrire le plus précisément possible le phénomène, et puis d'autre part, bien sûr, d'apporter un certain nombre de, euh, de causes et pourquoi pas de solutions. Il faut bien dire avec certains désarrois, car le crétinisme est un phénomène qui continuait malgré les solutions préconisées. Alors voilà, on peut citer un certain nombre de noms de grands savants euh, euh, qui ont été comme ça les précurseurs de ce qu'on pourrait appeler cette science de l'Alpe, cette science du crétinisme. Faudéré, qui est un grand médecin, qui écrit dès 1789, voyez, très tôt, un traité du goitre et du crétinisme. Ensuite, toute une série de savants comme Bernard Niepce, qui voilà, écrit dans les années 1820-1830 des traités sur le crétinisme qui lui aussi essaye de trouver des solutions, notamment avec un traitement grâce aux eaux ferrugineuses. Et puis, euh, euh, un des grands aliénistes de l'époque, hein, qui s'appelle Jean-Pierre Faleret, qui, à la Salpêtrière, dirige le service des idiotes et qui va accueillir lui aussi des crétines venues là des Hautes-Alpes. C'est ce cas particulier que j'ai étudié en 1835 quand Faleret envoie une mission qui va traverser les Hautes-Alpes, notamment dans le Queyras et remonter la vallée de la Guisane pour récupérer un certain nombre de crétines encadrées par la gendarmerie et les ramener à la salpêtrière pour pouvoir les étudier de près.
Autre savant important, je dirais plutôt du côté des grands pédagogues, c'est Johann Jakob Guggenbuhl qui, lui, va créer à Interlaken, plus précisément au-dessus d'Interlaken à Abenberg en Suisse, un grand institut, hein, du crétinisme pour accueillir, essayer de soigner, de guérir, en tout cas d'étudier aussi. Bon, c'est davantage un lieu d'accueil des crétins et des crétines qu'un lieu de soins, comme à la Salpêtrière autour de Jean-Pierre Falleret. Voilà, le grand, ce sera le principal, je dirais, lieu d'asile, d'accueil des crétins et des crétines au-dessus d'Interlaken. Et puis, le principal anatomiste, en fait, chirurgien anatomiste de l'époque, hein, qui est un Allemand, Rudolf Virchow, qui va, lui, en Bavière, euh, dans les années 1840-1850, multiplier les anatomies, les expériences, les, euh, les dissection de jeunes crétins et crétines dont il va pouvoir récupérer les cadavres euh, en Bavière. Et donc, voilà, ce corpus, je dirais, de savants, qui sont parfois les plus grands savants de l'époque, hein, comme Federer, plutôt à la fin du XVIIIe siècle, comme Falleret chez les analystes, chez les aliénistes, pardon, comme Niepce chez plutôt les chimistes, comme Guggenbuhl chez les pédagogues, comme Virchow chez les anatomistes chirurgiens. Donc certaines des grandes sommités de l'époque vont étudier le crétinisme, avancer un certain nombre de causes et essayer de proposer des solutions. Alors, les grandes raisons pour lesquelles sont apparus les crétins et les crétines, donc qui existent depuis, je dirais, depuis toujours, mais qui sont apparus vraiment comme des personnages intrigants, publics à la fin du XVIIIe siècle, quand se multiplient les récits, hein, et quand se multiplient les études scientifiques. La principale des réponses pendant longtemps, je dirais entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, c'est une cause climatique. Voilà, la stagnation de masses d'air humides dans certaines vallées, vallons un peu retirés, serait la principale cause du crétinisme. Euh, il y a aussi des thèses autour de la mauvaise qualité, je dirais, des eaux, euh, les eaux de fonte de neige, les eaux de glaciers, les eaux de torrents seraient des eaux qui seraient d'une très mauvaise qualité et qui, en étant absorbées, causeraient le crétinisme. On trouve aussi des thèses autour, je dirais, d'une forme de toxicité géologique, voilà, comme quoi un certain nombre de terrains auraient déclenché cette sorte d'empoisonnement, hein, si on veut, que serait le crétinisme dans ces hypothèses-là, dans cette étiologie-là. Ensuite, on trouve toute une série d'hypothèses autour de l'hygiène, voilà, de pays retirés, qui va vers aussi des problèmes, je dirais, de consanguinité, voilà, qui sont d'ailleurs dénoncés dans un certain nombre de traités scientifiques sur ces vallées retirées où voilà, les, les,
les mariages se font à l'intérieur de même communautés, de même familles, donc cette consanguinité dénoncée, qui mêlée à une hygiène un petit peu arriérée, causerait ce crétinisme. Après, on trouve aussi des thèses qui sont assez importantes au début du XVIIIe siècle, hein, et qui sont, je dirais, véritablement une sorte de racisme sur la dégénérescence, je dirais, de la race alpine. Hein, voilà, ce sont des termes aujourd'hui, évidemment, qu'on ne peut plus entendre sans que ça nous fasse d'inquiétude, mais ce sont des termes qu'on trouve de façon extrêmement présente et sans aucun, je dirais, problème de conscience ou d'éthique morale dans les traités, parfois des traités pseudo-scientifiques, hein, de toute la première partie du XIXe siècle. Hein, comme quoi, voilà, il y aurait une sorte de race maudite euh, qui serait vouée à une forme de dégénérescence et que ce qui est menacé là, c'est, je dirais, la pureté en quelque sorte de l'alpin, hein, de l'être alpin, du héros alpin. Par le crétin, qui ne serait qu'une forme de la dégénérescence d'une sorte de race alpine. Bon, ce sont des choses vraiment qu'on trouve. Et puis, dernière hypothèse qu'on trouve aussi assez présente à ce moment-là, c'est une forme, là, au contraire, je dirais, d'élection, hein, d'élection divine, comme quoi les crétins seraient les innocents, hein, ceux qui parlent directement à Dieu. Et il est vrai que les, les villages, les communautés paroissiales dans les Alpes se sont souvent attachés à ces êtres à part, comme, à la fois, comme je dirais presque des mascottes, des porte-bonheur. Avoir son crétin, c'est important. Et puis, voilà, comme un être innocent, un- comme dans la Bible, voilà, venez à moi les simples d'esprit. Hein. Et donc, les curés dans les paroisses font régulièrement allusion aux crétins et aux crétines, comme quoi ils seraient les êtres un peu élus et protégés, à protéger dans la communauté chrétienne. Et le mot crétin, hein, a une double origine. C'est à la fois un mot qui vient de l'allemand craie, le mot qui en allemand désigne la craie, la couleur pâle. C'est sûr que le crétin a cette couleur un peu cireuse, jaune, comme ça. Et donc, c'est la première origine. Et l'autre origine, bien sûr, c'est le chrétien, voilà, qui devient le crétin. Donc là, on est dans cette origine plus religieuse, hein, de la présence des crétins. L'explication, en tout cas, voilà, une explication, je dirais, d'ordre presque mystique. Hein. Le crétin est un élu de Dieu. Et puis, il y a une dernière explication qui va se révéler l'explication décisive, mais voilà, comme dans un phénomène assez courant dans l'histoire de la médecine, euh, que je dirais de surinterprétation, de surcausalité, de multiplication des pistes qui sont liées à la multiplication des travaux scientifiques hein, sur ce phénomène. Il faut savoir, c'est quelque chose que j'ai fait à la Bibliothèque nationale, j'ai lu la centaine de thèses de médecine qui existent sur cette question au XIXe siècle. C'est véritablement une question importante. Une question scientifique non résolue. Et donc, voilà, on se trouve devant un phénomène, je dirais, de multiplication des causes qui font que souvent,
plus on multiplie les causes, moins on trouve la bonne cause. Ou en tout cas, moins on met le doigt sur la juste cause et la manière de résoudre le phénomène. Or, il se trouve que le crétinisme, dès les années 1820-1850, donc relativement tôt, en tout cas presque 70 ans avant que l'on mette le doigt effectivement sur la bonne cause et que l'on arrive à éradiquer le phénomène, on avait parmi toutes ces causes possibles, trouvé la bonne réponse, hein. Alors, c'est beaucoup lié, je dirais, aux travaux de deux savants, Rudolf Virchow, dont j'ai parlé, qui est peut-être le principal anatomiste voilà, du milieu du 19e siècle, et qui avait mis en avant ce, dans la dissection de crânes de jeunes crétins et crétines, un phénomène physique qui était la présence de ce qu'il appelle un myxœdème, c'est-à-dire un petit os qui, à la base du crâne, derrière le crâne, s'est révélé, se révèle et arrête, selon lui, dans son très célèbre traité de 1850 qui raconte son expérience voilà, de dissection du crétin. Il met en avant ce myxœdème qui, selon lui, donc, arrête la croissance tant physique que mentale. Et il lit très explicitement l'apparition de cette déformation, de cette excroissance morbide au dérèglement de la glande thyroïde, voilà, qui produirait, quand il s'agit d'un dérèglement très grave, ce phénomène qui engendrerait à la fois la présence du goitre et d'autre part le crétinisme, qui sont liés et qui ne recouvrent pas exactement la même chose, c'est-à-dire on peut avoir un goitre sans être crétin. Par contre, la plupart des crétins ont un goitre, mais en tout cas, voilà, il y a des effets, disons, des phénomènes de, de dérèglement de la thyroïde moins forts que d'autres, qui produisent seulement des goitres, et puis d'autres, quand il s'agit d'un dérèglement vraiment très grave, produit le crétinisme. Et donc, voilà, cette cause a été identifiée assez tôt, hein, puisque dès les années 1820, un savant genevois, Jean-François Coindet, a perçu ce phénomène et a lié surtout le phénomène de dérèglement de la thyroïde, de la glande thyroïde, au manque d'iode. Voilà, il a fait ce lien entre le manque d'iode et le dérèglement de la thyroïde. Et on sait rétrospectivement que c'est effectivement la cause du crétinisme. Pourquoi est-ce qu'il y a des crétins et des crétines dans les Alpes? Parce que c'est une terre, on est dans la géologie et dans l'érosion qui manque d'iode, c'est-à-dire qu'il y a du sel dans un certain nombre d'eau alpine, mais qui n'est pas du sel iodé. Et d'autre part, l'érosion, qui est une érosion différentielle, c'est pour ça que c'était compliqué à expliquer. C'est-à-dire qu'à quelques kilomètres ou voire centaines de mètres de distance, il y a un minimum d'iode et où il n'y en a plus du tout à cause de ce double phénomène, hein, du manque d'iode dans les eaux alpines et puis d'autre part de l'érosion, hein, qui lessive les sols en pente des Alpes et qui voilà, précipite toute l'iode naturelle vers les, le bas des pentes. Donc, un certain voilà,
je dirais, la causalité peut être établie, a été établie entre le manque d'iode, le dérèglement de la thyroïde, l'apparition du myxodème et le crétinisme par arrêt de la croissance physique et mentale. Voilà la chaîne de causalité du crétinisme, donc qui existe dès les années entre, disons, les travaux de Coindet puis les travaux de Virchow entre 1820 et 1850. On a identifié justement le phénomène, mais cette identification, cette cause, elle, se, elle est en quelque sorte une parmi les autres, elle est recouverte par d'autres causes qui font que euh, toute solution possible à répondre à la question du climat, à répondre à la question de la consanguinité, répondre à la question de l'hygiène, répondre à la question du racisme, voilà, essayer de répondre à toutes ces questions. La multiplication de ces réponses fait que jamais la, je dirais, la priorité n'a été donnée à la juste causalité avant les années 1920. Donc, vous voyez qu'entre 1820 et 1920, il y a un siècle, pendant un siècle, cette question du crétinisme reste là, très importante, comme une sorte d'obsession, et d'obsession de plus en plus, euh, voilà, de plus en plus obsessionnelle, dans les milieux scientifiques, dans les milieux politiques euh, et chez les pédagogues. Euh, on peut l'expliquer, cette persistance du problème du crétinisme, et je finirai là-dessus, je dirais l'aspect d'étude proprement du phénomène scientifique de la, du crétinisme. On peut l'expliquer, cette persistance du problème du crétinisme, d'abord parce que la solution à la juste cause du manque d'iode, c'est-à-dire l'adjonction d'iode, euh, le fait de donner de l'iode à, à avaler, à ingurgiter à des, à, à ceux qui sont menacés de crétinisme, est une solution délicate. L'iode mal dosé provoque des dérèglements, notamment intestinaux, extrêmement douloureux et qui peuvent même remettre en cause la santé physique des individus. Et donc, voilà, il s'agit de trouver le bon dosage, et un certain nombre d'expériences qui ont été menées, notamment par Coindet, n'ont pas donné de résultats parce que l'iode était sans doute mal dosé. Euh, L'autre cause, sans doute, de cette persistance du crétinisme, c'est, je dirais, l'intérêt, on peut la trouver paradoxalement dans l'intérêt même que un certain nombre de ces scientifiques pouvaient porter au crétinisme, c'est-à-dire que d'une certaine façon, ils n'avaient pas intérêt à ce que le crétinisme disparaisse. Au sens où, par exemple, les pédagogues, les aliénistes, sont très passionnés par cette histoire, par ce phénomène, et, euh, proposent toute une série de solutions autour, je dirais, du phénomène d'arriération, c'est-à-dire qu'ils réfutent en fait la thèse de Virchow, c'est-à-dire de l'apparition, je dirais, purement anatomique d'un myxodème qui de toute façon, de façon radicale, arrête la croissance. Pour les aliénistes, pour les pédagogues, les crétins sont plutôt reliés aux idiots, c'est-à-dire à un manque qu'on peut combler, qu'on peut éduquer, et d'où toute la problématique qui va être celle du milieu du 19e siècle, qui est plutôt d'arriver à soigner les crétins, à éduquer ces arriérés. C'est
une ambition qui est tout à fait propre au 19e siècle, hein, l'ambition de progrès, de une forme de je dirais presque de solidarité avec les plus démunis, les plus faibles, d'arriver à la fois à les concentrer et en même temps à les révéler à eux-mêmes, hein, comme des êtres humains. Or, cette ambition se révèle à la fois impossible et je dirais même dévastatrice. C'est-à-dire qu'un crétin, voilà, c'est une maladie qui ne peut pas être guérie. C'est un arrêt de la croissance purement physique et donc on ne peut pas mettre dessus un, je dirais une interprétation même, même très généreuse, pédagogique ou de santé mentale. Et donc, voilà, toutes les expériences menées, par exemple, par Jean-Pierre Falleret à la Salpêtrière, en faisant venir des crétines et en essayant de les éduquer, en essayant d'éveiller leur sens, hein. Voilà, Jean-Pierre Falleret avait mis au point des méthodes très modernes, hein, notamment autour du chant, hein, faire chanter les idiotes, hein, réveiller en quelque sorte leur sensibilité artistique. Bon, les crétines, aucune ne parviendra vraiment à chanter. Je pourrais revenir sur le cas d'Eugénie, si vous le voulez, dans la conversation. Cette crétine donc, dont on a une trace, très forte et en même temps, voilà, la trace de son échec, c'est son autopsie, hein. C'est la seule trace véritablement archivistique, fiable qu'on ait de ce personnage. Autopsié donc à 26 ans, ce qui est un âge, très déjà conséquent, hein, pour une crétine. Généralement, les crétins ne dépassaient pas, rares étaient les crétins qui dépassaient une vingtaine d'années. Voilà, bah, j'ai répondu à cette question. Donc, et puis pareil pour les pédagogues, voilà l'hospice de Johann Jakob Guggenbuhl en Suisse, à Abenberg, va être un échec patent au bout d'une vingtaine d'années. Voilà, aucun des crétins et crétines reçus ne va pouvoir, malgré tous les traitements, souvent des traitements à l'électricité, des traitements aux eaux, voilà, avec des traitements aussi à l'éveil des sensibilités, au son, à faire écouter des sons, essayer de faire parler. Voilà, tous ces traitements se révéleront à la fois, je dirais, inadéquats et je dirais même plus, heu, très préjudiciables, en fait, aux crétins, puisque, ces traitements supposent qu'on va, arracher les crétins à leur milieu, hein, qu'on va aller les chercher dans les Alpes et qu'on va les enfermer, hein. C'est le grand enfermement des crétins, pour reprendre les mots et la problématique de Michel Foucault à propos des fous, hein, des idiots, des aliénés. Voilà, on va traiter les crétins comme des aliénés, alors que ce ne sont pas des aliénés, ce sont véritablement des cas pathologiques, physiquement, irrémédiablement voués à l'arriération. Et donc il va y avoir une sorte de grand enfermement des crétins, souvent de façon assez violente, puisque justement, je le disais tout à l'heure, les communautés alpines étaient souvent assez attachées à leurs crétins, à leurs crétines. Et voilà, il y aura une sorte d'arrachement des crétins et des crétines à la communauté et à leur milieu. Voilà, le crétin, il était généralement comme une sorte de, voilà, il végétait comme un peu un légume au soleil, à sucer son bout de pain. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il était heureux? En tout cas, il était là, il était dans son milieu, il était dans les Alpes, et la communauté était attachée souvent à ces êtres fragiles, à ces êtres arriérés.
Les séparer comme cela, c'est une manière évidemment de leur, à la fois d'essayer de faire progresser la science alpine, la science des crétins, mais en même temps, c'est une manière de les condamner très rapidement, généralement, à la mort et à la disparition. En tout cas, à l'arrachement à leur milieu naturel. Alors, comment est-ce que on va finir par régler le problème du crétinisme? Euh, D'abord, en multipliant les enquêtes, ça a quand même du bon. C'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle, j'ai présenté le contexte tout à l'heure, voilà, les, euh, les pouvoirs publics font du crétinisme un véritable problème de santé publique, et vraiment remédier à cette sorte de catastrophe humaine et lancer de grandes enquêtes qui vont permettre, notamment la plus importante enquête est menée des années 1860 jusqu'à 1873 avec un rapport final extrêmement commenté en France par Jules Bayarger, qui est une des sommités, lui aussi c'est un aliéniste, des sommités de la Salpêtrière, qui va mener cette enquête avec, et c'est ça qui est intéressant et dont il reste des traces très précises dans les archives, des, des correspondants dans chaque canton alpin qui vont comme ça permettre de connaître très 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 précisément l'état des goitreux et des crétins et crétines, village par village, hameau par hameau. Voilà, donc on a une sorte de cartographie des Alpes françaises. Il existe le même genre d'enquête dans le Valais, en Suisse, en Italie, autour du Val d'Aoste, dans le Tyrol autrichien et dans certains, en Bavière, dans le sud de la Bavière allemande. Donc l'enquête Bayarger, comme on dit, permet comme ça d'élaborer cette carte extrêmement précise du crétinisme dans les Alpes françaises et apporte aussi toute une série de causes et de solutions possibles sans véritable hiérarchie. C'est le problème de cette enquête qui, voilà, une vingtaine d'années après qu'elle soit publiée, dans les années 1890, le problème du crétinisme reste quasiment entier. Il y a un second rapport qui est fait dans les années, au milieu des années 1890, en 1894, qui tire la sonnette d'alarme en disant depuis le premier rapport, la situation n'a pas changé, ce qui est une forme de dégradation. Voilà, la science reste devant cette énigme et il reste en France à l'instant T, je dirais en 1894 comme en 1873, environ 20 000 crétins et crétines dans les Alpes. Euh, euh, il faut la création en 1822 d'une commission dans le Valais, en Suisse, d'une commission qui va euh, mettre en avant et surtout de façon très expérimentale, tenter de, de donc il promeut une solution qui est l'adjonction de d'iode dans cet élément, cet aliment de première nécessité qui est le sel, pour que voilà, l'éradication du crétinisme advienne. Donc c'est une mesure toute simple, en fait, qui est sa véritable, la façon véritable dont elle s'impose, c'est que voilà, l'iode ajouté est bien dosé,
à un très faible niveau, mais ça suffit. L'adjonction d'iode, donc, par cette commission qui voilà, recommande et même impose à partir des mois qui suivent, quand on voit les effets, le gouvernement fédéral suisse va imposer cela dès 1823 et l'ensemble des pays alpins va se rallier à cette mesure très simple, donc de l'adjonction d'iode euh, dans le sel quotidien, dans le sel de table, qui va, en quelques années, résoudre cette énigme qui existait depuis plus d'un siècle. Donc voilà un petit peu comment est-ce que la science va finir par régler la question du crétinisme. C'est une manière, je dirais, assez déceptive finalement, puisque il suffit d'une mesure toute simple qui, a- qui va voilà, mettre fin à une des grandes énigmes scientifiques du 19e siècle. Alors mon travail d'historien ne s'arrête pas absolument là, et c'est pour ça que je vais conclure sur cela, ce qui prend, je dirais, presque un tiers de mon livre, mais je vais réserver plutôt cette question que j'ai déjà un petit peu abordée, qui est celle de l'imaginaire du crétinisme, à travers Hergé et Tintin, à la discussion. Il se trouve que c'est à peu près au moment où les crétins réels vont disparaître des Alpes, que le personnage du crétin, la figure du crétin, figure d'abord littéraire, comme je l'ai dit, figure également politique, va apparaître dans la littérature, dans la vie politique, à travers le personnage du crétin. Alors pourquoi est-ce que ce personnage apparaît si fort à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, dans la littérature, dans la politique? Pour deux raisons. Je commence par la politique. C'est sous forme d'insultes, hein, voilà, l'insulte, le mot crétin, pendant longtemps, n'est pas une insulte, hein. Ça désigne un phénomène scientifique ou alors un phénomène folklorique, hein, désigne ce personnage du crétin. Mais on n'a pas l'idée, jusqu'aux années 20, d'employer le mot crétin comme une insulte, comme on, disons, le connaît aujourd'hui, ou disons depuis donc les années 20. Et c'est une insulte qui va faire florès dans les milieux politiques, notamment les milieux politiques, je dirais, les plus extrémistes, aussi bien à gauche que surtout à droite, hein, dans les ligues, par exemple, et dans les conversations politiques, les invectives politiques des années 20 et 30, le mot crétin, l'insulte, voilà, tel que Hergé va la puiser, cette insulte, dans. Il existe d'ailleurs une trace très, 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 à la fois très, très forte et très émouvante et presque un petit peu aussi accablante, dans les brouillons d'Hergé. Hergé, comme ça, multiplie les mots. Vous savez, voilà, pour trouver la presque centaine d'insultes, de jurons du capitaine Haddock, il a en quelque sorte, il s'est nourri de tout ce qui pouvait se dire et en inventant aussi des choses. Et donc, on trouve dans un des brouillons des insultes possibles du langage fleuri d'Haddock le mot crétin des Alpes. Et c'est au milieu des, des, des insultes politiques d'extrême droite, hein, qu'on trouve cela. Donc, c'est vraiment cette première manière dont le crétin s'insinue, je dirais, dans l'imaginaire, c'est à travers la politique ou la polémique, en tout cas, qu'elle soit politique ou d'ailleurs parfois littéraire. Il y a une grande enquête qui est menée dans les années qui est menée en 1900, que
je ne me trompe pas, que je relise mes notes. Voilà, une grande enquête qui date de 1927, donc on est vraiment dans ce moment-là, qui est publiée dans une revue littéraire qui s'appelle Les Marges, et le titre de l'enquête, c'est «Allons-nous vers le crétinisme?» et avec un point d'interrogation, une enquête très sérieuse et en même temps un petit peu angoissée, en fait, qui désigne pour. C'est une revue qui est plutôt à droite sur l'échelle politique de la littérature de l'époque et qui ferraille beaucoup avec les surréalistes. Et donc, voilà, c'est dans ces milieux-là, autour de ces polémiques-là, hein, ces polémiques littéraires et politiques, que le mot crétinisme, que le mot crétin s'impose comme insulte et comme angoisse autour de cette idée que la société s'abêtirait de plus en plus à travers la présence, je dirais, ce que cela désigne, en fait, c'est le progrès. Hein, c'est le crétinisme, c'est l'abêtissement de l'homme remplacé par la machine. Hein. C'est cette grande angoisse-là, qui est une angoisse vraiment propre aux années 1920-1930, hein, avec ça peut nous paraître étrange, hein, mais ce n'est pas du tout le bon vieux temps, ce moment-là. C'est plutôt un moment qui vit dans l'angoisse de l'arrivée des machines, de l'accélération du monde, de la vitesse, voilà, des voitures, des trains. Et donc, cela est désigné comme l'arrivée du crétinisme, en fait, c'est-à-dire de la dégénérescence de l'esprit humain face à la machine. Et on va retrouver là la deuxième grande raison, je dirais, de l'attachement d'un certain nombre d'écrivains, notamment des écrivains alpins, pour le crétin. Et je finirai vraiment là-dessus. C'est cette idée que le crétin est l'être le plus ancré, enraciné dans la nature alpine et serait celui qui permet, je dirais, de résister à une forme de modernisation de l'Alpe. Et quand on parle de modernisation de l'Alpe, c'est évidemment autour du tourisme alpin que cela se joue beaucoup. Et on va trouver chez un certain nombre de chroniqueurs des grandes évolutions du territoire alpin. On peut par exemple parler de Rodolphe Töpfer, Les voyages en zigzag au milieu du 19e siècle, qui est un des premiers à faire du crétin un être authentique qui, voilà, par son mutisme, par son côté arrêté en quelque sorte, par sa force d'inertie, résisterait à sa façon à la grande transformation des Alpes par le tourisme. Hein, c'est quelque chose, on va retrouver beaucoup dans les textes de la fin du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, en fait. Une sorte de, ce que moi j'appelle une sorte de fierté crétine, bien sûr, qui se développe au moment où le crétin disparaît, en fait, mais comme un être imaginaire, c'est un être de fantasme, ce n'est pas un être réel. Euh, c'est l'être authentique qui, voilà, il y a notamment, pour bien m'expliquer, une sorte de confrontation
chez Alphonse Daudet, hein, dans Tartarin sur les Alpes, hein, voilà, Tartarin de Tarascon, ce personnage qui est créé par Alphonse Daudet à la fin du 19e siècle. C'est les deuxièmes aventures de Tartarin de Tarascon, c'est son voyage dans les Alpes. Et voilà, Tartarin de Tarascon, c'est le touriste alpin par excellence. Je dirais, il arrive avec son piolet, avec son matériel dernier cri, prêt à escalader les Alpes, et il ne peut faire qu'une chose, c'est de prendre voilà, le train, hein, qui monte au Rigi, la montagne qui est une des premières montagnes en Suisse équipées pour le tourisme. Et voilà, dans son, dans son trope touristique, dans son tropisme touristique, tout d'un coup, cet être voilà, un petit peu euh, déformé par le tourisme, par la mode du tourisme alpin, se retrouve tout d'un coup devant une crétine, qui est cet être monstrueux physiquement, et qui part d'un énorme éclat de rire, en fait. On ne sait pas si c'est une pure déformation physique ou si c'est sa manière de réagir à l'apparition de quelqu'un qui sera encore plus monstrueux qu'elle, en fait, qui est le touriste tout équipé, hein, donc qui fait tache dans le paysage encore plus fortement qu'elle. Et donc c'est cet être de la modernité, hein, qui est le touriste, qui porte le progrès, qui porte l'aménagement de la montagne. Voilà, il trouve dans le crétin son parfait contrepoint, qui serait au contraire celui qui porterait fantasmatiquement, hein, dans l'imaginaire, l'authenticité alpine. Et on va trouver, voilà, si on suit le portrait du crétin qui s'est dessiné, je dirais, depuis ce moment-là, chez certains poètes comme Maurice Chapaz, chez Max Frisch, des poètes plutôt des poètes suisses, par exemple, ou chez un cinéaste comme Luc Moulet en France, ou bon, peut-être que vous connaissez ce groupe, je dirais, rock un petit peu à la française, comme ça, un peu délirant, qui s'appelle Les Crétins des Alpes, les L-A-I-D-S, hein, Les Crétins des Alpes. Ce personnage du crétin, qui est celui qui va en quelque sorte permettre par son inertie, par sa manière voilà, d'incarner une sorte de nature alpine idéale, un idéal type forgé à partir fantasmé à partir du monstre du 19e siècle. Voilà, c'est le personnage qui permet de résister à la modernisation touristique de l'Alpe. Voilà un petit peu, et donc on boucle la boucle, hein, finalement. Ce personnage a une sorte de seconde vie, hein, le crétin, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on peut le rencontrer la plupart du temps, hein, avec Tintin, dans un film de Luc Moulet, dans une chanson du groupe Les Crétins des Alpes, ou dans une caricature aussi, par exemple, enfin une caricature, en tout cas ce sont souvent des cartes postales du folklore un peu détourné, hein, chez Plonk et Replonk. Peut-être que vous connaissez aussi ces artistes suisses. Et donc, on va retrouver le crétin comme un être d'imagination qui permet comme ça ce discours, hein, qui est un discours voilà, politique, hein, très fortement ancré, de refus ce qu'on pourrait appeler le phénomène de touristification, je dirais, des Alpes. Voilà, merci beaucoup, et je suis prêt à répondre. J'ai peut-être été un petit peu long à répondre à toutes vos questions.